Aujourd'hui, on va analyser, on va disséquer, mais on va certainement pas célébrer, on va certainement pas se jeter des fleurs, parce que sur ma chaîne, on est austère. Ce contenu, de manière parfaitement méchante et assumée, est susceptible de heurter la sensibilité des plus fragiles. Il s'adresse donc à un public adulte, légalement et psychologiquement. En outre, il ne constitue en aucun cas un conseil financier, juridique ou fiscal. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Mercredi, je fais une vidéo express pour vous expliquer que j'achète Marche. Jeudi, avant l'ouverture, il publie les résultats et probablement une bonne guidance aussi. Il cartonne, le titre prend 6%. Super, on est content. Mais quel est le raisonnement qui a fait que j'ai acheté Marche à ce moment-là? Cette vidéo est là pour l'expliquer. Ok, donc le secteur. Moi, j'aime trouver mes actions dans un secteur qui, actuellement en bourse, est en train de se faire éclater. Le secteur de l'assurance, actuellement, est, je dirais pas en train de se faire défoncer, mais il est en retard. C'est dû à plusieurs raisons. On parle beaucoup de taux d'intérêt sur le remboursement des primes, choses comme ça. À savoir que le secteur de l'assurance, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Vous avez l'assurance santé, l'assurance vie, l'assurance auto, le secteur de la réassurance, vous avez les brokers en assurance, enfin c'est extrêmement divers. C'est difficile de généraliser à ce stade. Ensuite, il y a toute la thématique de l'intelligence artificielle. Alors vous savez qu'en 2026, si vous n'êtes pas au top de l'intelligence artificielle, bah vous êtes rien. Et il vaut mieux être complètement à la page en intelligence artificielle en 2026. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, vous voyez certaines études qui ont été faites. Ici, vous voyez un article de McKinsey qui en parle. J'adore McKinsey. Qui conclut qu'il n'y a vraiment que de très rares assureurs qui ont vraiment réussi à extraire de la valeur de cette thématique de l'intelligence artificielle. Vous avez des études comme celle-ci qui passent à la loupe l'adoption de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle apporte vraiment. Et c'est pour l'instant pas terrible. Comment est-ce que ça se traduit par exemple sur des ETF sectoriels? J'en ai pris deux. KIE, vous voyez ici que depuis la fin 2024, ça stagne complètement. C'est pas une catastrophe, hein, mais quand on pense que les marchés sur la même période étaient en train d'aller faire de nouveaux records pratiquement pendant toute l'année, et ben vous voyez qu'il y a un certain lag. Pareil avec IAK, vous voyez que c'est pas terrible depuis une année. Les graphiques sont vraiment très similaires sur l'un comme sur l'autre, c'est assez impressionnant. Donc voilà, conclusion, le secteur n'est pas extrêmement sinistré en soi, mais il peut y avoir de très belles occasions qui émergent au niveau des titres individuels dans ce secteur de l'assurance. Et ça, c'est mon boulot d'aller chercher justement lesquels. Bien, on va maintenant regarder quels titres individuels seraient affectés par tout ça. Le secteur de l'assurance est littéralement jeté aux fraises. Moi, il y a une boîte que je veux examiner de plus près, c'est Marsh McLennan. Donc, il s'appelle aujourd'hui Marsh, ticker MRSH. Pourquoi, vous me direz? Alors, on va regarder tout ça. Je vais vous montrer les chiffres qu'ils ont sortis. C'est tiré d'un article de Wolf Report. Voilà, il s'affiche à l'écran. Le chiffre d'affaires depuis 2010 à 2024. Je crois que ça se passe de commentaires. La croissance des marges opérationnelles, pareil, je crois que vous voyez la tendance. Ensuite, bénéfice par action, donc en anglais EPS, pareil, c'est exponentiel. Et au final, pour le genre de boîte que moi j'achète, c'est vraiment cette valeur qui au final est le juge de paix, entre guillemets. C'est cette valeur qui déterminera le prix de l'action. Donc vous voyez la croissance exponentielle des bénéfices par action de Marsh McLennan. Une boîte extrêmement shareholder friendly, comme on appelle ça. Maintenant, j'allais faire un petit tour sur Seeking Alpha pour montrer un petit peu l'évolution des bénéfices de cette boîte. Bon, on l'a déjà vu, mais
pour que vous la voyez sous un autre angle. Alors déjà, ici vous avez le chiffre d'affaires, revenue annual. Pareil, vous voyez la croissance ces 6 dernières années. Maintenant, je voulais juste m'attarder un petit peu sur la représentation SIC in alpha des bénéfices par action, donc EPS, earnings per share. En noir, vous avez l'estimation des analystes et en bleu, ce que la boîte a délivré factuellement. Donc vous voyez que systématiquement, année après année après année après année, Marsh McLennan délivre un tout petit peu mieux que ce qui était attendu par les analystes. Il y a donc de fortes raisons de penser que ça va continuer. Pour décembre 2026, là on s'attend à 10,38 $ par action, puis ensuite 11,34 $ pour l'année 2027. Il y a de fortes chances qu'ils continuent à faire un tout petit peu mieux que ce que les analystes avaient attendu. Bien, maintenant, ceci posé, on va aller regarder un sujet qui, moi, m'est très cher, le dividende, mon beau dividende. Mon beau dividende. Pour info, au final, moi j'investis toujours pour le dividende, dans l'idée de recevoir un revenu passif qui croît plus vite que l'inflation année après année après année. On ne trouve pas ça sur n'importe quelle boîte, c'est pour ça que je sélectionne que des boîtes qui ont une culture de la croissance du dividende. Encore une fois, regardons un petit peu tout ça de plus près. Donc j'étais sur SIC in alpha au chapitre dividende, enfin même avant d'en arriver là. Vous voyez le yield, il indique 1,91. Je crois que quand je l'ai acheté l'autre jour, si vous vous rappelez, à 177 $ et des poussières, le rendement était à 2%. Alors certains vont me dire, oui, mais t'as qu'à prendre un livret A ou je ne sais quel truc obligataire actuel qui va te donner du 4%, ça sera mieux que ton 2% tout pourri. Bon, ok, d'accord. Sauf qu'on va le voir entre nous tout bientôt, ce 2% croît très très vite et a de la place pour continuer à croître. Et c'est la culture de la boîte, croître année après année après année après année. Ensuite, il y a un truc qu'il faut savoir, 2% sur, si vous avez un portefeuille de plus d'1 million de dollars comme moi, imaginez que vous ayez un portefeuille d'1 million de dollars qui vous ramène du 2%. Ça fait 20 000 $ annuels. Même après les withholding tax, même après les fluctuations du taux de change, est-ce que vous voulez, au final, il vous restera un SMIC français sans rien foutre. SMIC français qui va doubler en, allez, 6, 7, 8 ans maximum. Ça veut dire que absolument sans rien faire, sans réinvestir même les dividendes, sans rien faire du tout, 6, 7, 8 ans plus tard, vous aurez plus un SMIC français, mais 2 SMIC français qui vous tombent dans la poche sans rien foutre. Et ça continuera de croître, peut-être un peu moins vite, mais ça continuera de croître. Bref, la croissance des dividendes, c'est une merveille de l'humanité. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont fait au niveau historique. Voilà, prenons 10 ans. Donc vous voyez qu'en 2016, à la fin de l'année, le dividende par action était de 31 cents. Il est aujourd'hui à 90 cents. Donc il a de facto triplé sur 10 ans. Est-ce que je pense qu'ils arriveront à refaire ça sur les 10 prochaines années? Pas sûr. Mais comme je le disais avant, doubler en 7-8 ans, ça serait déjà pas mal. Après, s'ils arrivent à doubler en 7 ans et qu'ils gardent la même vitesse de croisière, ils vont effectivement encore tripler en 10 ans. Juste ce que j'aimerais illustrer, toujours sur ce chapitre du dividende, c'est que si vous regardez les earnings per share, donc le bénéfice par action, ils sont de 10,38 $ actuellement. Et le rate, comment on dit ça en français? Le taux de dividende, si vous voulez, le chiffre de dividende par action est de 3,60 $. Donc vous voyez que là aussi, ils payent qu'un tiers de leurs bénéfices. Donc, avant même de parler de croissance des bénéfices,
Si vous payez la totalité de leurs dividendes, si vous payez la totalité de leurs bénéfices en dividendes actuellement, ce dividende serait 3 fois plus élevé. Moi, je suis très content avec des augmentations annuelles de 10-12%, qui vont sans nul doute réussir à continuer à faire vu la croissance de leurs bénéfices. Ouvrez bien grand les yeux et les oreilles parce que la valorisation, c'est un sujet extrêmement important. Vous pouvez acheter la meilleure boîte du monde si vous la payez beaucoup trop cher. Et ben vous allez perdre de l'argent pendant des années et des années. Vous allez l'acheter à un rendement de dividende qui sera trop bas pour ce que vous auriez pu avoir. Et donc, oui, j'insisterai jamais assez à quel point la valorisation est importante. Et pour ça, une petite image vaut mieux qu'un long discours. Je reprends mon article de Wolf Report qui nous affiche ce magnifique Fast Graph. Alors, comme je suis un gros schlag, j'ai pas encore pris mon abonnement à Fast Graph et je dois utiliser le Fast Graph des autres. Regardez bien. La ligne noire, c'est les cours de bourse, cours de l'action en Marsh McLennan. Donc voilà, vous voyez que si vous l'aviez acheté là à l'époque, allez mettons 2010, quelque chose comme 30 et quelques dollars, vous l'aviez gardé jusqu'à aujourd'hui. À combien elle cotait à l'époque? 186 dollars. Ben, c'est à peu près le prix qu'elle cote aujourd'hui, 4 février 2026. Bon, vous voyez déjà la performance que vous avez faite, mais c'est pas ça qui est important avec les fast graphs. La ligne orange, c'est les bénéfices par action avec un multiple de 15. Alors pourquoi multiple de 15? On peut en discuter pendant des heures. On va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. C'est en général une valorisation arbitraire pour les entreprises d'une certaine maturité. Non, la boîte a plutôt coté, ou c'est plutôt échangé à 20 fois les bénéfices. On ne le voit pas ici parce que le graphe est tronqué sur la droite, mais moi je le sais. Le multiple habituel auquel on a payé cette entreprise pendant toutes ces années, depuis 2005, c'est 20 fois. Et là, vous voyez que à 186 dollars, on est à peu près à 19 fois les bénéfices. Mais tout ça, on va le calculer entre nous, juste pour double-checker. Je rappelle que je l'ai acheté à 177 dollars, donc elle était encore quelques points de pourcentage plus bas. Et c'est là que c'est très intéressant. Sur la droite, vous voyez, ici en trétillé, c'est les bénéfices tels qu'attendus par les analystes. Je rappelle un truc, on l'a vu ensemble tout à l'heure, Marsh McLennan fait systématiquement mieux que ce qu'escomptent les analystes. Juste histoire de faire le petit calcul, là on va reprendre nos chiffres et notre calculatrice. Donc, il faut que je sorte la calculette. Alors, earnings per share, EPS annual. Là, vous les avez. Ok. Pour l'année 2025, ils ont fait 9,75 $. Comme c'est un business extrêmement prévisible, on va dire qu'on s'attend à ce qu'ils fassent réellement 11,34 $ en 2027. Et là, je vais chercher mon petit calculateur. D'accord. À combien il cote à l'heure actuelle, Marsh McLennan? Bon, c'est pas grave, on va prendre le 177 dollars et qu'est-ce que je l'avais eu? 75, allez, arrondissant à 177,7 divisé par nos earnings estimés à 11,34. 11,34. Bref, vous voyez, vous l'aviez à juste un petit peu plus de 15 fois les bénéfices. Ce fameux 15 fois les bénéfices qu'on n'arrive quasiment jamais à atteindre. En se projetant sur 2 ans. Si maintenant on prend l'année en cours, allez, mettons, on est en 2026, ils vont faire 10,38 $. 177,7 $ divisé par, ça a dit 10,38, 10,38. 17,1 fois les bénéfices.
Alors, donc comme vous le voyez, on n'est pas très loin de cette ligne rose que Wolf a tirée, qui est une ligne customisée, qui était probablement le prix auquel il voulait l'acheter. Regardez maintenant historiquement à quel point la valorisation est importante. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, je vais laisser de côté un petit peu toutes ces années-là. Chaque fois que vous avez réussi à l'acheter sous cette fameuse ligne orange, au final, vous avez gagné du pognon assez rapidement après. Maintenant, vous voyez que là, bon, à l'époque, elle était peut-être moins valorisée pour des raisons qui sont propres à l'entreprise. Vous voyez qu'à l'époque, probablement en l'ayant acheté plus de 20 fois les bénéfices, c'était un petit peu plus cher que la moyenne qu'il y avait eu jusque-là. Et vous voyez que si vous l'achetez à ce prix-là, eh ben, il vous faut presque 1 année et demie pour revenir à un prix, pour retrouver votre argent en fait. On va prendre des exemples un petit peu plus extrêmes. Vous voyez que là, bon, c'était juste avant le Covid, vous allez me dire, la faute n'a pas de chance. Mais là, on l'a payé probablement quelque chose comme 25 fois les bénéfices. Bref, le Covid est passé par là. Il a fallu encore une fois 1 année et demie avant que vous vous y retrouviez. Pareil, qu'est-ce que c'est, la fin 2021, qu'est-ce qu'on était là? Probablement quelque chose comme 27 fois les bénéfices, je crois que c'est indiqué. Ça doit être écrit sur la gauche. Ouais, 28 fois. À l'époque, vous la payez 28 fois les bénéfices, et ben pareil, il a fallu 1 année et demie, en haut, en bas, en haut, en bas, parce que vous aviez acheté trop cher. Idem là-haut, à la fin 2024, début 2025, ça devait probablement être un multiple aux alentours des 28. Et vous voyez que systématiquement, le marché corrige, il laisse pas ses excès durer trop longtemps. Et l'inverse est vrai aussi, vous voyez que au creux du Covid, on est presque allé toucher 15 fois les bénéfices, mais il n'a pas fallu longtemps que ça remonte à toute vitesse. Donc voilà, le Fast Graph vous calcule la moyenne des valorisations et on voit que sur 20 ans, c'était 20 fois. Bah, nous, on a réussi à l'acheter 17 fois les bénéfices actuels et probablement 15 fois les bénéfices futurs. Donc, la super affaire. Hyper important la valorisation. Si vous avez compris ça, je pense que vous avez compris une grande partie de l'esprit de la chaîne. C'est quand on commence à comprendre la valorisation qu'il y a tous les petits fils qui se touchent. Et puis voilà, spécial bonus à la fin, la petite ligne dorée là au fond, le dividende. Vous voyez, vous commenciez avec un niveau de dividende tout en bas là en 2006 et puis vous voyez que ça monte, ça monte, ça monte sans jamais s'arrêter. À noter qu'il y a eu une coupure de dividende en 2005, j'étais très étonné, je ne savais même pas que ça leur était arrivé. Bon, il y a plus de 20 ans, c'était peut-être une entreprise très différente. Moi, je suis capable de leur pardonner ça, surtout quand on voit, vous voyez, la distance qu'il y a entre la ligne du dividende et les bénéfices par action. C'est là que, je vous l'expliquais avant, il y a de la marge et encore beaucoup de marge pour continuer à augmenter ce dividende, probablement en parallèle avec l'augmentation des bénéfices. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour le dividende, pour la valorisation, mais encore une fois, si vous avez compris ça, vous avez compris une grande partie de l'esprit de la chaîne. Je rappelle, on est la bourse pour les bœufs, pour les débutants, pour les gens qui croient qu'ils sont pas assez intelligents pour comprendre la bourse, alors qu'en fait, si vous comprenez ce graphique, vous avez déjà compris une grosse partie du truc. Comme on dit en anglais, icing on the cake, comme on dit ça en français, cerise sur le gâteau, glaçage sur le gâteau, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. On peut s'amuser avec un petit peu d'analyse technique pour vraiment, vraiment affûter ses prises de position. C'est pas obligatoire, moi je le fais plus par jeu qu'autre chose et aussi parce qu'actuellement je gagne plus autant de pognon qu'à l'époque où je travaillais. Là actuellement je fous rien, je vis en foutant rien, je vis de mes dividendes. Donc je dois timer mes prises de position de manière beaucoup plus précise et à court terme, le marché répond à des signaux techniques. À plus long terme, là on parle de fondamentaux, mais à court terme, c'est l'analyse technique qui fait presque tout. Donc, où est-ce qu'on se trouve avec Marsh McLennan à l'heure actuelle au point de vue technique? Alors déjà là, vous voyez un graphe de très long terme, sur plus de 20 ans. C'est même plus longtemps que le fast graph qu'on a vu tout à l'heure.
Mais vous voyez tout de suite qu'il y a une belle pétée là-haut qui vient de se produire. Donc on va zoomer un petit peu là-dessus. On peut le prendre sur une année. 10 ans, qu'est-ce que je vais choisir? Ouais, 10 ans, c'est pas mal. Vous voyez tout de suite que il y a des supports techniques qui se trouvent ici. Un support très fort qui a été tapé entre 2021 et 2023, et vous voyez que c'est 173. Pas très loin d'où on a acheté. Donc, tapé ici, 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 encore ici. Et puis ensuite, il est devenu support ici. À combien exactement? 173 aussi. Vous voyez que la ligne des 173 est extrêmement importante. Maintenant, il faut quand même venir plus proche. Il faut zoomer plus près pour avoir un petit réglage fin. Qu'est-ce que j'avais utilisé ici? J'avais vu que, oui, plus tôt dans l'année, on avait ce fameux 178 ici qui a été retapé une fois de plus ici à 178, et vous le voyez ici aussi. Ça, 27 janvier 2026, c'était un moment intéressant parce que il y a un pair, un concurrent direct de Marsh McLennan qui a publié ses résultats. Ils étaient mauvais et le titre s'est pris une branlée et ça a entraîné Marsh McLennan dans la même baisse. C'est un truc qui arrive très très souvent quand deux concurrents très proches publient des résultats à peu près au même moment. Ils peuvent s'influencer l'un et l'autre. C'était quand? Oui, le 26 janvier, voilà. Ils ont battu pour les bénéfices, mais raté pour le chiffre d'affaires. Après, c'est souvent la guidance qui est la plus importante dans ces moments-là. Vous voyez ce que Brown & Brown a fait. Ici, voilà, le 26 janvier, vous voyez une petite pétée comme ça de 79 à 72 $ qui s'est répercutée sur Marsh. Donc c'est là que j'ai profité de vraiment trouver un très chouette prix d'achat. Et c'était, oui, il y a une semaine. Donc c'est là que j'avais réussi à l'avoir à 177. Vous voyez qu'elle n'est pas restée très longtemps. Vous voyez, c'est les prix de clôture journalière. Donc il n'a même pas clôturé à 177, il a clôturé à 178. Je regarde juste pour la date précise. Le jour exact où on était, c'était mercredi, ouais, le 28. Parce qu'il publiait le 29 janvier. Donc voilà, 28 janvier, c'est ce que j'ai là. Vous voyez, prix de clôture 178, mais intra-séance, il est descendu juste un petit peu en dessous. Et voilà, c'est là qu'on a pu attraper le prix de support. Vous voyez que cette ligne du 178 qui passe là, on la retrouve ici aussi et ici. Vous voyez que au niveau de l'analyse technique, moi je m'embarrasse pas avec des MACD, des RSI, des trucs et des machins. Tout ça c'est très très bien pour les traders. Je respecte l'analyse technique, il n'y a pas de souci. Mais pour les gens comme nous qui font quand même dans le fondamental, le long terme, le dividende, il faut un petit peu d'analyse technique, mais il ne faut pas que ça devienne le sujet principal. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je peux vous garantir qu'on se reverra pour en faire d'autres. Et d'ici là, faites du pognon.